S'il y a bien un truc pour lequel tout le monde semble s'être mis d'accord pour une fois dans ce pays, c'est que les gens qui font un travail essentiel, c'est des putains de héros mon pote. Mais pas seulement dans les soins, aussi dans tous ces secteurs dont on parle beaucoup plus rarement, mais qui sont aussi indispensables, comme les services de propreté, les supermarchés, les transports. Même Macron il l'a dit, donc j'ai plus rien à faire moi. Il nous faudra nous rappeler aussi que notre pays aujourd'hui tient tout entier sur des femmes et des hommes que nos économies reconnaissent et rémunèrent si mal. Mais la question de l'après commence à se poser. La crise sanitaire, elle ne durera pas éternellement, mais ses conséquences seront beaucoup plus longues que la crise elle-même. Rien ne redeviendra comme avant. Le monde de 2020, il a fondamentalement changé par rapport à celui de 2019. I am Captain Obvious. Et une des questions qu'on doit se poser maintenant, c'est qui va payer pour la crise? Est-ce que les héros qu'on applaudit aujourd'hui seront les pigeons de demain? Mais surtout, est-ce qu'on continue comme avant? Ou est-ce qu'on va remettre en question certaines choses qui par le passé paraissaient complètement inviolables? Vous regardez les bonnes questions, et aujourd'hui, on va voir ensemble ce qui va se passer ou pas après le corona. Elles se battent pour les autres. Ils se battent pour les autres. Elles se dévouent pour les autres. Ils se dévouent pour les autres. Pour leur honneur et pour le nôtre. Techniquement, à l'heure où vous regardez cette vidéo, la phase 1 du déconfinement a commencé. En 3 phases, d'abord on réouvre les industries, ensuite les magasins, et enfin seulement on peut retrouver sa famille. Mais attention, faudrait surtout pas penser que l'économie passe avant l'humain. Bref, si vous trouvez ça un petit peu curieux de pouvoir aller acheter des vêtements avant de revoir sa famille, c'est que vous pensez de manière binaire enfin. Cette vision binaire qui oppose l'économie et l'humain est pour moi caricaturelle. De Croo, il a prouvé qu'on pouvait lier les deux. Il suffit d'aller voir sa famille au MA. Bref, oui, ils nous prennent vraiment pour des cons, oui. Après, ce plan de déconfinement, c'est pas tout à fait une surprise. Il y a d'abord la composition de l'exit group, tous les gens qui étaient chargés de prévoir le déconfinement qui puaient déjà un petit peu. À côté de scientifiques, qui évidemment avaient leur place dans un tel groupe, on y retrouve des gens comme Pierre Bunch, ex-chef de cabinet de Didier Reynders, ou encore un gars comme Johnny Theis, ancien CEO de Bipost, a drastiquement réduit le nombre d'employés, réduit les salaires, augmenté la flexibilité et en partie privatisé l'entreprise postale. Si vous vous souvenez de notre vidéo sur la SNCB, c'est pareil avec la Poste, en pire. Et à côté de ça, pas un seul représentant du monde du travail ou un représentant syndical ou quelque chose comme ça. Là déjà tu te dis que leur premier but, c'est pas de garantir le bien-être et la sécurité des travailleurs. Et puis il y avait aussi l'énorme pression des gros patrons et des partis de droite. Leur priorité, c'était très clairement de renvoyer les gens bosser. Faire tourner les entreprises quoi. Kuhn-Metsu de la NVA dit littéralement « Tout le monde doit retourner au travail, et si certains attrapent le coronavirus, tant pis ». Dans le même style, Francis Van Eekhout, le CEO de Deucening Plastics, veut que son entreprise redémarre au plus vite. Si le taux de mortalité remonte à 300 par jour, il faudra peut-être dire « Et alors ?» Et le patron de la FEB, la Fédération des entreprises belges, a même été jusqu'à dire « Il n'y a plus d'opposition entre économie et santé. L'endroit où vous travaillez, c'est probablement l'endroit le plus sûr pour ne pas être contaminé. » Alors qu'il y a encore quelques semaines, 85% des entreprises contrôlées ne respectaient pas les normes sanitaires pour endiguer le coronavirus. Bref, pour le patron des patrons, dire un truc comme ça, bon, sans pression quoi. Alors en voyant ce que ça allait être le déconfinement, j'étais pas serein non plus pour ce qui allait se passer après la crise du coronavirus. Alors comme d'habitude, j'ai fait quelques recherches pour savoir un peu ce qui se préparait. Et honnêtement, C'est fameux. pour le moment, je dois bien vous l'admettre, les perspectives de l'après-corona, elles sont pas ouf. Le doute plane encore très fort sur les retombées économiques d'une telle crise. Il faut quand même rappeler que plus d'1,3 million de salariés du secteur privé sont allés s'inscrire au chômage temporaire et 300 000 travailleurs indépendants ont dû cesser leur activité. C'est un tiers de l'économie belge qui est purement et simplement à l'arrêt. Ça fait beaucoup là, non? Pour le moment, la Banque nationale belge et le Bureau du plan tablent sur une chute de PIB de plus ou moins 8% et une augmentation de la dette qui passerait de plus ou moins 100% à 115% du PIB. Une broutille, 70 milliards de plus, 70 milliards de moins... Ça fait beaucoup là, non? Le FMI, le Fonds monétaire international, prévoit pour 2020 une récession économique au moins aussi grave que la crise de 2008. Le choc est tellement énorme que des gens qui toute leur vie ont défendu le marché libre font des tournants à 180 degrés et se prononcent du jour au lendemain pour l'intervention de l'État dans l'économie. C'est le cas de Pierre Wunsch, ce fameux chef de cabinet de Didier Reynders, qui est maintenant gouverneur de la Banque centrale. Il déclarait au calme, le choc est beaucoup plus fort aujourd'hui sur les entreprises que sur les ménages. Maintenant, la prochaine étape est de voir comment on peut aider les entreprises.
on a aussi l'ex-ministre des Finances NVA, Johan van Overvelt, le grand champion des coupes budgétaires, qui disait « Cela vous semblera sans doute inhabituel de ma part, mais je pense que ce n'est pas le moment de nous préoccuper de la hausse du déficit. » Tout ce beau monde, qu'il y a encore quelques mois prônait la beauté du libre marché et l'efficacité de la concurrence, veut soudain mettre à contribution l'État pour sauver les grandes banques et les grandes entreprises, et on parle de ça à grands coups de milliards. En fait, c'est comme si l'austérité, c'était la seule solution quand on parlait de dépenses sociales, mais dès qu'il s'agit des banques ou des grandes entreprises, alors là, pfiou, les vannes sont ouvertes, la seule solution, c'est d'ouvrir grand les robinets Afrique. Mais ça pose une question, évidemment. La facture, qui va la payer ? Retournons un tout petit peu dans le passé. Retour vers le passé. En 2008, une crise économique sans précédent depuis les années 30 frappe le monde entier. On va pas rentrer en détail dans les raisons de la crise. En gros, les banques ont accordé en masse des prêts immobiliers à des gens qui n'allaient sans doute pas savoir les rembourser. Les subprimes. D'où le nom, crise des subprimes. I am Captain Obvious. Et les banques se sont dit, ça passe. Au pire, on saisit leur maison. Oui, on reconnaît là d'ailleurs la sympathie qui caractérise le système bancaire, toute cette allégresse, cette gentillesse, cette saveur, cette douceur, ce petit oreiller, j'arrête. Bon, tout ça c'était basé malheureusement sur la croyance que le prix de l'immobilier allait continuer à augmenter sans cesse. Et à un moment, le système a fait boum. Les banques se sont retrouvées avec des tonnes de prêts que personne ne pouvait rembourser sur les bras et des maisons que personne ne pouvait s'acheter. Le départ de la crise, c'est la faillite de Lehman Brothers qui entraîne un effet boule de neige pour le reste de la crise. Du coup, à ce moment-là, le secteur bancaire s'est complètement renouvelé, avec des mesures plus saines, et même des banques publiques dans plusieurs pays, pour s'assurer que l'économie soit au service des gens. C'est ce que les politiques avaient promis, eh ben c'est ce que les politiques ont fait. Non, je déconne, non. Les États interviennent, ils renflouent les banques et on repart comme avant. Et c'est pas genre une ou deux banques qu'on a renflouées, hein. C'est tout le système. Parce qu'évidemment, les banques elles se prêtent les unes aux autres. Et donc si l'une tombe, bah elle risque de faire tomber toutes les autres avec. On a donc renfloué les banques à coups de milliards, mais ce sont les comptes publics qui ont morflé. Bah du coup, après avoir renfloué les banques, il fallait renflouer les caisses. Et la question de savoir qui allait payer les pots cassés de la crise a été très vite résolue. L'austérité. C'était coupe budgétaire sur coupe budgétaire, avec les conséquences qu'on connaît. Les conséquences sociales sont vraiment très importantes. La santé des citoyens européens se dégrade, le chômage augmente, la précarité, l'exclusion sociale. Mais même, c'est ça qu'il faut comprendre, même les objectifs officiels, qui est de dire on va mettre en place l'austérité pour réduire le déficit. En fait, le déficit se dégrade et la dette augmente. Donc les résultats sont inverses à ceux escomptés. Et on en a déjà parlé dans un autre épisode, mais par exemple les soins de santé n'ont pas été épargnés par l'austérité. Un exemple au hasard, la réserve stratégique de masques de la Belgique a été détruite pour faire des économies. Ça c'est une info qui a été révélée par Médecine pour le Peuple qui a eu accès aux documents. On vit donc encore aujourd'hui les conséquences des choix qui ont été faits en 2008. Mais on pourrait se dire que tout ça a valu le coup, non? Que maintenant le système financier et économique il est bien plus sain, non? Eh bien pas vraiment en fait, non. Bien sûr il y a eu quelques réformes dans la marge pour sauver les meubles, des gens ont été remplacés, des petites restrictions ont été mises en place, mais fondamentalement rien n'a vraiment changé de systémique dans la façon dont les banques se gèrent ou dans le fonctionnement de l'économie. Ça a été le retour du business as usual. Tellement en fait que la crise économique de 2020, on la sentait déjà se profiler avant le coronavirus. Le graphique de l'indice PMI, qui mesure l'évolution de la production industrielle dans 40 pays, était à son taux le plus bas depuis 2012. Le journal The Economist sortait déjà en 2018 une vidéo intitulée « Comment se préparer pour la prochaine crise économique mondiale ». En Belgique, le journal The Tide publiait le 10 août 2019, bien avant la crise coronavirus, la récession est inévitable. Il y avait des signes. Le coronavirus a accéléré la crise, mais elle nous arrivait déjà dans la tronche. Mais alors, pourquoi certains essayent de nous faire croire que tout ça, c'est uniquement la faute du coronavirus, et que d'ailleurs, comme Georges-Louis Boucher le dit si bien, c'est une fatalité qui ne dit rien de notre système. Parce que si cette crise était aussi prévisible, c'est que ça fait des années et des années que l'économie européenne est en panne. En effet, 3 moteurs différents peuvent pousser une économie. D'accord, Jamy. Et on se rend compte que pour l'instant, ces 3 moteurs ils sont à l'arrêt. D'abord, il pourrait y avoir la consommation des ménages. Mais avec la crise économique de 2008, la politique des bas salaires, l'austérité et l'augmentation des impôts, les gens ont vu leurs revenus stagner ou baisser. Et si leurs revenus baissent, eh bien leur consommation baisse aussi. Bref, ce moteur est à l'arrêt. Ensuite, il pourrait y avoir les investissements de l'État. Sauf que l'État, il croule sous les dettes. Bah ouais, sauver les banques, ça coûte. Et en plus, un État qui investit, c'est carrément interdit par l'Union européenne. Depuis 2012, la dette d'un État doit être strictement inférieure à 60% de son PIB. Autrement dit, tous les États de l'Union européenne ont les mains liées pour investir et sont forcés aux coupes budgétaires. Impossible d'effectuer des investissements à long terme pour l'économie du pays par exemple. Ou au hasard pour réaliser la transition écologique. Ou encore investir dans l'enseignement, dans la santé, dans les transports en commun,
Tout ça, c'est devenu presque impossible à cause de ces règles budgétaires. Bref, ce moteur-là aussi, il est à l'arrêt. Troisième et dernier moteur possible, ce sont les investissements privés. Peut-être que parfois dans les médias, vous entendez des phrases comme « la Banque Centrale Européenne diminue ses taux d'intérêt » ou on parle de « quantitative easing ». C'est beaucoup trop de mots que je ne sais pas prononcer. En clair, là, on fait tourner la planche à billets. Le but, c'est de fournir des liquidités aux entreprises pour qu'elles investissent. Sauf que, eh ben ça marche pas. Bah oui, mais parce qu'au vu de la situation économique, personne n'est assez fou pour se lancer dans des grands investissements. Du coup, avec tout ce fric, les entreprises, elles rachètent simplement leurs propres actions pour en faire augmenter le cours en bourse. Elles spéculent ou elles l'utilisent pour acheter d'autres entreprises. Bref, elles font beaucoup de choses avec cet argent, mais elles n'investissent pas. Et donc ce qui pourrait être le troisième moteur est aussi à l'arrêt. On a donc un système économique dont les trois moteurs principaux sont à l'arrêt. Et c'était déjà le cas avant le coronavirus. La question aujourd'hui, c'est pas seulement de savoir qui va la payer cette crise, mais aussi la question du système qui provoque ces crises. Parce que continuer la politique actuelle et faire payer les travailleurs et les ménages pour la crise de 2020, comme on l'a fait en 2008, ça va pas seulement créer une crise sociale encore plus grande, c'est aussi la voie vers une autre crise économique encore plus grande elle aussi. Et vu que les prévisions pour la crise de 2020 sont largement pires que celles de la crise de 2018, je vous laisse imaginer l'ardoise qui va nous tomber dessus. Alors certes, ils vont pas nous envoyer la facture dans nos boîtes aux lettres, mais t'inquiète même pas qu'ils sont déjà en train de réfléchir à comment ils vont le faire. En France par exemple, le MEDEF, l'organisation patronale française, veut faire travailler les gens un petit peu plus. Et en Belgique, le président du MR, Georges-Louis Boucher, qu'on ne présente plus dans cette émission, il nous dit que nous devrons tous faire des sacrifices. Ou alors, on a Elio Di Rupo en roue libre. Il faut être honnête. Tout le monde va devoir perdre une partie de ses revenus. Alors est-ce qu'on continue le jeu d'un système malsain qui provoque régulièrement des crises? Est-ce qu'on continue d'accepter de les payer? Georges-Louis Boucher nous disait déjà qu'on ne devait rien apprendre de ces crises, et maintenant il nous dit aussi qu'après la crise il faudrait surtout ne rien changer. Mais s'il se sent autant obligé de nous le rappeler, est-ce que c'est pas un petit peu parce qu'il a peur qu'on y pense? Qu'on ait vraiment envie de le changer de fond en comble ce système? Parce que au moins cette crise sanitaire, elle nous aura permis de nous rendre compte de qui fait vraiment tourner le pays. Et personne n'a oublié la façon dont l'Europe et les États membres ont fait payer la crise aux gens en 2008. C'est clair qu'on va plus laisser faire. On voit aussi de plus en plus de voix se lever pour une fiscalité plus juste. Le livre de Thomas Piketty, un intellectuel français qui prône un impôt sur la fortune, a été un best-seller mondial. Et en Belgique, impossible de passer à côté de la proposition de taxe Corona du PTB, qui rencontre un large soutien sur les réseaux sociaux et qui a par exemple plus d'1 million de vues sur Facebook. Bref, on sent bien que dans la société, les gens vont pas accepter le même scénario qu'en 2008, où on leur fait payer la crise et en même temps, aucun changement n'est apporté au système. C'est d'ailleurs la seule manière si on veut pouvoir relancer l'économie et prévenir les prochaines crises. On a besoin d'investissements publics massifs pour répondre aux besoins des gens et résoudre la crise sociale. On a aussi besoin d'investissements publics massifs pour répondre aux attentes de la transition écologique et faire face à la crise climatique. Et enfin, on a besoin de démocratie, un débat démocratique autour de ces investissements. Dans quoi on investit, pour qui, pourquoi faire. Le marché libre n'apporte aucune réponse à tout ça, ni au niveau économique, ni au niveau social, ni au niveau climatique et même pas au niveau démocratique. Le FMI craint d'ailleurs une recrudescence des mouvements sociaux après la crise. Dans un document qui a fuité, les services secrets français s'attendent à des mouvements sociaux plus radicaux après le confinement. Il est possible que cette crise soit le point de départ d'un nouveau mouvement social, plus large, qui rassemble plus de gens et qui se battent pour une transformation complète de la société. Parce qu'au fond, ça dépend pas tellement de Boucher ou de Bart de Wever ou qui que ce soit d'autre, ça dépend surtout de nous. Et ça commence maintenant. Alors vous aussi, dites-moi en commentaire comment vous voyez le monde de demain. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à la faire tourner autour de vous. Bon courage à tous et à toutes pour la fin de ce confinement, et on se retrouve bientôt. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne et à nous dire dans les commentaires quelle vidéo vous aimeriez voir et quelles bonnes questions vous voudriez qu'on se pose. Et n'hésitez pas à aller nous suivre sur tous les réseaux sociaux qui s'affichent en bas.